mes chéris, on va accueillir maintenant Marie Grissinger-Tapie qui est avec nous pour un livre sur Bernard Tapie incroyable. Elle sort du silence et nous raconte les derniers instants de vie de son beau-père. Marie, on est très heureux de vous recevoir. Merci d'être là, vous êtes un amour. Ça me fait très plaisir. Applaudissements pour elle. Merci Marie. Marie, on est très très heureux de vous voir. Comment vous allez déjà ? Très bien, je suis contente d'être là. Ah, moi aussi, je suis très content de vous voir. Vous êtes un amour. Voilà, je le dis, vous êtes un amour. On va revenir. Si j'arrive à sortir des portes de l'enfer, je me présente à la présidentielle. C'est une des phrases choc de votre livre qui est incroyable. Hein. La biographie Tapie comme Bernard, une biographie que vous avez écrite avec l'accord de votre beau-père. Et c'est vrai que c'est vraiment un livre qui est extrêmement réussi. On apprend énormément de choses sur Bernard Tapie, des révélations incroyables. Vraiment, et ça arrive au bon moment, je trouve aussi, Gilles. Hein. Il y a à la fois des révélations et puis c'est bouleversant d'émotions. Parce que c'est vrai, donc il y a Bernard Tapie qui lutte contre la maladie et après plein de gens qui l'ont connu qui parlent de lui. Ouais. Et on apprend notamment des choses dingues. C'est-à-dire que globalement, s'il n'avait pas été en politique, il n'aurait pas été ruiné. C'est la politique qui l'a ruiné. Ouais, c'est le début de la fin, la politique. C'est ça, ouais. C'est fou ça. La politique, le fait qu'il était très isolé en politique, comme il l'était dans tous les domaines d'ailleurs. C'était quelqu'un d'assez isolé, qui faisait partie d'aucun groupe. C'était pas vraiment un bourgeois. Enfin bon, voilà. Donc, ni de gauche ni de droite. Alors, vous avez connu son fils Laurent à l'âge de 16 ans. Laurent, d'ailleurs, que j'embrasse, que j'aime beaucoup, Laurent, qui est incroyable, qui est un entrepreneur incroyable et qui est un mec exceptionnel que j'embrasse fort. J'embrasse aussi Stéphane. Stéphane, avec qui j'étais le stagiaire de Stéphane Tapie, moi, à l'époque. Moi, je l'embrasse fort aussi, mon Stéphane. Vous avez rencontré Bernard à quel âge ? La première fois que vous rencontrez Bernard Tapie, vous êtes un peu stressé, non ? Mais pas du tout, parce que moi j'avais 17 ans quand j'ai rencontré Bernard, j'arrivais de Polynésie, j'avais grandi en Polynésie, et moi le cœur de ma vie c'est Laurent en fait. Donc je quittais mes parents déjà pour venir en France, je découvrais la France, j'étais avec mon amoureux, pour moi Bernard c'était un accessoire, je l'avais jamais suivi, je ne savais pas trop qui c'était, puis je me suis vite rendu compte qu'il était un peu envahissant, très présent, mais c'est le père de mon mari, quoi. Enfin, de mon petit copain du moment. C'est ça. Et comment il était avec vous ? C'est quoi la première rencontre avec lui ? Il vous dit quoi ? Il a dû me dire c'est bien, Laurent, t'as ramené une belle gonzesse. Non, ça bah oui. Ah ouais, d'accord. J'imagine. Ah ouais. D'accord. Et puis c'est la première fois que Laurent ramenait une fille à la maison, donc ça a créé de l'animation. Alors, vous dites plein de choses dans le livre, on va revenir là-dessus. Pourquoi avoir choisi le titre Tapie comme Bernard ? Parce que même encore aujourd'hui, quand je donne mon nom dans un taxi, n'importe où, les gens me disent vous appelez Tapie ? Tapie comme Bernard ? Voilà. C'est quand même, c'est vrai, c'est ça. Mais même maintenant, quoi, et c'est très fréquent. Vous avez commencé à écrire cette biographie avant la disparition de Bernard. Hein. Oui, en 2015. C'est ça. Ouais. Pourquoi vous avez choisi de l'écrire ? En fait, j'avais déjà écrit un premier livre sur mes parents qui a été édité en 2015 chez Albin Michel. Ouais. Et déjà à l'époque, Bernard voulait être dans mon premier livre. D'accord. Il m'avait dit, j'adore ton style, ce serait super intéressant que tu me rajoutes dans le livre et que tu compares la personnalité de ton père, parce que mon père était très effacé, avec la mienne, ça peut être très intéressant. Et je lui dis, mais non Bernard, là c'est un livre sur mon père. C'est ça. Et quand le livre a été édité, j'en ai reparlé avec lui un matin au petit déjeuner à Saint-Tropez. On passait les vacances chez lui, comme toujours, et il m'a dit « Banco, vas-y, je suis trop content ». Ah ouais. Ouais. Alors, il vous a dit un truc incroyable. Il vous a dit avant de mourir, s'il se rétablissait, il deviendrait président de la République. Ouais. Et ça, c'était vraiment les derniers mois, semaines, une de ses dernières grandes déclarations pour nous. D'abord, il a dit ça à Laurent, il a dit, tu sais, parce qu'il était vraiment très faible, il lui dit, tu sais Laurent, si je sors de là, si je sors des portes de l'enfer, je me présente à la présidentielle. Ah ouais. Et là, Laurent lui dit, t'es peut-être un peu gourmand, la présidentielle, t'as pas de parti, bon, Premier ministre. Et Bernard lui dit, ouais, t'as raison, Premier ministre. Et puis il réfléchit un peu, il dit, ça aurait de la gueule, Premier ministre. Parce que son rêve ultime, c'était vraiment de réussir en politique. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vraiment, c'était son... D'ailleurs, il a tout abandonné pour la politique. Et c'est ce qu'il a aussi, mine de rien, c'est ce qu'il a tué aussi, non, Gilles ? Le début des ennuis, notamment, il était protégé de François Mitterrand. Ouais. Tous les socialistes ont voulu le liquider. Il n'était pas de la famille. À ce moment-là, clairement, ils ont voulu le tuer. Et tous ces problèmes en affaires
sont venus à cause de ça. C'est-à-dire qu'il a été lâché à chaque fois. Bien sûr, parce qu'il avait une belle trajectoire devant lui. La mairie de Marseille lui était quasiment acquise. Et puis après, il rêvait de la présidentielle, évidemment. Alors, il était en contact avec Jean-Luc Mélenchon. Oui, à la fin de sa vie, j'ai entendu dire qu'il s'était appelé. Je sais qu'il avait appelé quelques personnes, dont Jean-Luc Mélenchon. Du coup, ça m'a intéressé de rencontrer, entre autres, Jean-Luc Mélenchon parmi beaucoup d'autres personnes. Il vous a dit quoi, Jean-Luc Mélenchon, ce qui m'a fasciné, c'est que Jean-Luc Mélenchon avait été bluffé par Tapie. Ah ouais. En le voyant débarquer en politique, sous Mitterrand, il s'était dit, mais celui-là, c'est un vrai danger, parce qu'il est très proche des gens, il a cette espèce de magie avec le peuple français, il se fait toucher, c'est charnel même. Donc Mélenchon avait compris qu'il était potentiellement un adversaire de poids. Tout le monde était fasciné à gauche, tout le monde détestait Bernard, mais tout le monde était fasciné par l'amour que lui portait François Mitterrand. Tout le monde disait comment Mitterrand peut être à ce point fasciné par ce mec. D'ailleurs, Mélenchon dit, si Mitterrand s'intéresse à lui, c'est qu'il y a un truc. Voilà, Ouais, c'était le exactement. grand truc aussi, ça. Alors, c'était qui son préféré en politique en ce moment? Emmanuel Macron, il aimait bien? Pas spécialement. Pas spécialement. Non. Ah ouais. Je pense que personne ne le séduisait vraiment. Ah ouais, vraiment personne en ce moment. Non. Vraiment, il était. À la fin de sa vie, non. Il ne les trouvait pas à la hauteur? Certainement, oui. Je pense qu'il ne les trouvait pas à la hauteur. Ah ouais, c'est fou. Alors, est-ce que c'est quoi le plus bel hommage qu'on puisse rendre à Bernard Tapie en fait? C'était quoi? Il aurait voulu quoi? Déjà, le plus bel hommage qu'il ait eu, et on est convaincu qu'il aurait été tellement fier, c'est l'hommage rendu à Marseille, Bien sûr. où toute la ville était dans la rue. Ouais. Même nous, on n'en revenait pas de voir des gens pleurer, de l'enfant à la grand-mère, voulant toucher le cercueil, nous donnant leur écharpe de l'OM pour la passer sur le cercueil. C'était incroyable. Gilles. Alors, il y a beaucoup de gens qui se sont demandé pourquoi il n'avait pas préparé sa disparition, notamment au niveau financier. Il a laissé sa famille dans la difficulté. Et le livre explique très bien qu'en fait, pour lui, c'était inconcevable d'imaginer que le cancer allait avoir le dessus sur lui. Il ne pouvait pas le supposer, il ne pouvait pas le supporter. Alors déjà, l'échec dans sa vie n'était pas une option. Donc, dans la maladie, c'était pareil. Ensuite, il faut se rappeler que ça faisait quand même des années qu'il était poursuivi par la justice, que tout était saisi, qu'il tenait la baraque comme il pouvait en se battant vraiment tous les jours. Moi, je l'ai vu se battre pendant 27 ans de procédure quotidiennement. Du matin au soir, je l'entendais appeler des avocats pendant 27 ans. C'est quelqu'un qui faisait peur, Bernard Tapie, parce que moi, je me souviens, ayant grandi dans un quartier qui, à la base, les jeunes ne s'intéressaient absolument pas à la politique, c'était quelqu'un qui était aimé des jeunes. Nous, on était tous prêts à l'époque. Si on s'est intéressé un moment à la politique, c'est grâce à Bernard Tapie. J'avais même fait une chanson sur un de mes albums en 98, quand il avait été emprisonné. J'avais fait une chanson qui s'appelait « Libérer Bernard Tapie » et qui a été soutenue par plein de gens. J'ai eu l'occasion de le rencontrer quelques années après, pas dans des conditions extraordinaires, parce que c'était le moment où il soutenait Sarkozy et moi j'étais en guerre avec Sarko. Ah oui. Mais on a eu une discussion par rapport à ça et c'est quelqu'un qu'on aimait beaucoup, en tout cas. Et encore aujourd'hui. Eh oui, énormément. Oui, moi j'ai une question, parce que dans votre livre, il y a une situation troublante quand, on va dire, la réalité rejoint la fiction. Ah oui. Dans ce fameux Nice-Paris, quand il rencontre Pierre Arditi, qui avait été acteur dans le film de Lelouch, Homme-Femme, Mode d'emploi, et que les rôles sont inversés, parce que ça, c'est intéressant que vous nous le racontiez, parce que c'est troublant. Oui, oui. En fait, il vit dans ce film, bien avant sa maladie, il a un cancer de l'estomac. Ouais. Voilà. Et c'est Pierre Arditi, qui est le médecin dans le film, qui lui annonce « Vous avez un cancer de l'estomac ». Et le jour où, en vacances, il apprend qu'il a un cancer de l'estomac, le lendemain, il prend l'avion et il tombe dans l'avion sur Pierre Arditi. Et il s'assoit à côté de lui, il dit qu'il ne voyait jamais, qui n'était pas un copain. Oui, 20 ans sans se voir. Voilà, il s'assoit à côté de lui, il lui dit « Mais Pierre, tu ne peux pas t'imaginer. Hier, on m'a appris que j'avais un cancer de l'estomac et aujourd'hui, je suis à côté de toi dans l'avion. » Incroyable. Mais c'est un personnage romanesque, donc toujours sa vie se mêlait à la fiction et c'était, pour nous, les enfants, on était comme dans un film en fait. C'est ça, Gilles. Et pendant la maladie, vous racontez que dès qu'il sait qu'un traitement est possible, il demande à suivre le traitement. Il mélange même plein de traitements Ouais, c'est ça. qui a des doses, aux doses qu'on lui administre,
sont d'une force incroyable. Mais lui, il veut tout pour guérir. Il faisait sa petite tambouille, il adorait la médecine, donc il s'y connaissait quand même assez bien. Et puis il n'avait pas de patience. Donc vous avez bien vu comment il gérait sa vie. C'était des coups de poker, il fallait que ça aille vite. Les matchs, le foot, ça lui correspondait parce que tous les samedis, il y avait un nouveau match. Ouais. Voilà. Donc tout était pareil, il fallait du résultat, quoi. Il pensait quoi de la société actuelle ? Là, actuelle, tout de suite, j'en sais rien, mais je sais qu'une des dernières phrases très fortes qu'il m'est dite, j'arrive dans sa chambre, il est vraiment très affaibli, j'ai l'impression qu'il somnole, il y a le 20h devant lui, et puis je pense pas qu'il m'a vu rentrer, et puis à un moment, il me regarde, il pointe l'écran du doigt et il me dit « Être fier ». Être grande gueule, on a perdu tout ce qui faisait la France. Ouais. Et je pense que c'est peut-être une semaine avant son décès. Ah, mais il n'a pas complètement tort. Gauthier. Vous avez pensé quoi de la série réalisée sur Bernard Tapie par un fils d'ami, puisque c'est le fils de Jacques Séguéla qui a réalisé cette série qui n'était pas vraiment autorisée par la famille? On a détesté la série parce qu'en fait, c'est complètement fictif. Donc on a eu l'impression qu'on nous volait le nom de notre père, beau-père, grand-père, et pour s'en servir pour attirer le chaland. Ouais. Et aucune situation n'est vraie. Ah ouais. Les discours, même au début de l'émission Ambition, ils faisaient un magnifique discours. Et on n'a pas compris pourquoi, même là, ils ont complètement réinventé le discours. Et c'est un fils, en plus, d'ami de Bernard Tapie. Oui, ça nous a déçus. Ça nous a déçus. Franchement, ça nous a déçus. C'est incroyable. Ouais. Oui, ça montre un visage qui, d'après vous, n'est pas celui de Bernard Tapie. Un visage de quelqu'un qui, à chaque fois, doute, hésite, est trop faible, tombe. Ouais. Alors que Bernard Tapie, selon vous, moi je l'ai connu aussi, c'est un battant. Jamais il aurait été comme ça. Je peux vous dire quelque chose, Marie ? Moi, j'adore Jacques Séguéla, qui est un pote. Moi aussi, j'aime beaucoup Jacques Séguéla. Mais vous savez quoi ? J'aime tellement Bernard que je n'ai pas pu regarder plus d'un épisode de la série. Parce que c'est pas, je dis pas l'image que j'en avais. Et je vous jure que c'est vrai. Alors, je sais pas si c'était vrai, ce qui est vrai, ce qui est faux, mais c'est vrai que moi, j'ai pas pu parce que. Voilà, c'est pas le Bernard Tapie que j'avais dans la tête. C'est ce qu'on dit beaucoup de Français aussi. Hein. Et ça m'a, je l'aime tellement. C'est Laurent Lafitte qui jouait. Je sais, mais disons que le Tapie de la série. Il est beaucoup moins brillant que Tapie. Je suis d'accord. Et il est beaucoup plus sympa que Tapie. Parce que Tapie à vivre, il était beaucoup plus difficile que le gars de la série. Lafitte est sympa. Donc Alors, vous savez que moi, Marie, par exemple, vous savez que je n'ai jamais rencontré Bernard Tapie. Mais je sais très bien. On s'est jamais vu. Je sais. Vous appeliez au téléphone. Exactement. Et je l'adorais. Il le savait, je l'aimais. Et à chaque fois, il m'appelait. J'étais souvent en voiture. En plus, c'était en Bluetooth à chaque fois. Mais quand j'avais des potes avec moi, ils hallucinaient parce qu'ils entendaient, c'est Bernard Tapie. Ouais, Hanouna, t'as entendu le dernier truc de Sophie, là? C'est bien, hein, c'est incroyable. Hein. Qu'est-ce que t'en penses de Sophie? Elle est super, elle est super. Je l'embrasse d'ailleurs. Il fallait dire elle est super. Elle est super et tout. T'aimes bien? Il me rappelait après. Il peut me rappeler. Je m'appelais le matin, il me rappelait le soir. T'as réécouté le truc de Sophie? Et puis il m'appelait tout le temps et il me faisait à chaque fois, ah, ils te font chier, hein. Ah, ils te font chier. Hein. Non, mais là, il vous aurait appelé, là. Je sais, t'as reçu ma belle-fille, là? Exactement. Non, mais il m'appelait tout le monde. Et où il démarrait par Sophie, que j'embrasse aussi, Sophie, qui a un gros talent aussi. Ou bien il me disait, Hanouna, ils te font chier, hein, comme moi, hein, ils te font chier. Hein. À chaque fois, il me disait ça. Je vous jure que c'est vrai. Et en vrai, ce qui restera vachement dans la tendresse des gens, dans les yeux des gens, c'est quand même ces dernières images, ces dernières interviews où il donne juste une leçon avec sa voix complètement cassée. Mais quand on y repense encore, quand on le revoit, il y a des poils qui se hérissent, quoi. Vous savez qu'il y a plein de gens qui ne le supportaient pas. Ouais. Mais à partir de là, on se sont mis à l'aimer. Mais c'est vrai que c'est quand même. Bien sûr. C'était une star incroyable. Moi, j'étais fan absolu de Bernard Tapie. Je vous l'ai dit. Ma mère m'a dit, j'espère plus tard que tu seras Bernard Tapie. Elle me disait toujours ça. En plus, c'était hyper agréable quand il entrait quelque part. Enfin, moi, j'ai eu la chance de le servir plusieurs fois dans un même restaurant. Et avec les petites gens, je veux dire, il était d'une gentillesse et il nous disait que des conneries. Tout le temps, que des conneries. Et il mettait une ambiance dans toute la salle. Et j'en garde un souvenir de Bernard Tapie. C'est peut-être mon client le plus marquant que j'ai eu de ma vie. C'est quoi votre plus beau souvenir, vous, avec Bernard Tapie? C'était toujours porte ouverte chez lui. Donc, tu avais envie de parler d'un sujet, tu avais le moindre souci. Mes parents étaient malades. Quoi que ce soit, tu débarquais n'importe quand. Je m'asseyais dans son bureau. Il laissait toujours ouvert, quel que soit son interlocuteur en face, un président, n'importe quoi. Et je traînais avec lui, j'écoutais ses conversations. Je pouvais vraiment compter sur lui tout le temps. Il vous manque?
Ouais, il nous manque. Mais il est là, on en parle. On en parle tout le temps. On en parle et on en parle bien dans Tapis comme Bernard. C'est disponible depuis ce jeudi. Ouvrage exceptionnel, vraiment. Que vous aimiez Bernard Tapie ou pas, c'est vraiment pour moi ce qui... Voilà, où on le retrouve le plus. C'est lui. Désolé, voilà. Ce que je disais tout à l'heure, et moi, que voilà, si vous aimez Bernard Tapie comme moi, vous allez le retrouver et ça va vous faire du bien. Et ceux qui ne l'aiment pas vont l'aimer après avoir lu le livre. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous. C'est Mancheville ce soir.